L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la Liberté. Alors, Luc, Donald Trump, il dit que les gens qui gèrent les musées ne savent pas ce qu'ils font, ils sont dans le champ. Les gens qui gèrent les universités, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont dans le champ. Ceux qui gèrent le système de justice, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont dans le champ. Ceux qui interprètent la Constitution aussi sont dans le champ. Puis là, c'est la Fed, maintenant, là. Le directeur de la Fed qui est complètement dans le champ. La Fed, c'est censé être indépendant, un organisme indépendant. C'est eux autres qui décident. Le taux directeur, est-ce qu'il va monter ou il va descendre? Là, lui, non. Il fait mal sa job, dit Trump. On ne manque pas de débat, hein, on ne manque pas de bras de fer. Et on disait que l'état de santé, on nous a rassurés sur l'état de santé du président il y a peu. On a eu son bilan, on nous a dit qu'il est en pleine forme. Ben écoute, pour se livrer à autant de bras de fer, il faut une force quasi surhumaine. Donc, effectivement, le président Trump a dit, il est allé, c'est son langage coloré habituel, donc il n'a pas été tendre à l'égard de M. Powell, qui est à la tête de la Réserve fédérale américaine. Donc, il a dit, il est beaucoup trop lent et je ne peux qu'espérer finalement qu'il parte le plus tôt possible. Le président de la Fed, M. Powell, il a été nommé sous Donald Trump. Et c'est important de le préciser, nommé sous Donald Trump avec, bien sûr, l'approbation du Sénat. Et il a un mandat de 4 ans. Il a donc été nommé par Donald Trump. C'est lui qui l'a choisi. Quand Joe Biden est entré en poste, il a dit, M. Powell, on va le garder. Donc, il y a eu une seconde nomination, ce qui explique que M. Powell soit toujours à la tête de la Fed. Maintenant, M. Trump, il doit attendre normalement 2026 avant que Powell cède son poste, c'est-à-dire qu'il puisse le remplacer. On verra encore une fois, c'est un bel exercice, hein, on verra encore une fois si jamais Donald Trump dit je le vire, est-ce que le Congrès va se lever cette fois-là pour dire hey, attends un peu, c'est nos prérogatives, ça fait partie de notre terrain de jeu, ça, les nominations. Donc on verra. Jusqu'à maintenant, les républicains ne sont pas forts pour s'opposer à leur président, même quand le président empiète sur des juridictions qui ne sont pas la sienne. Quel est le cœur ou le nœud du débat entre M. Powell et M. Trump? M. Trump trouve que M. Powell gère ça de manière traditionnelle, lui, la Fed. Ça a été créé en 1913. Et pour bien montrer ou préciser la hauteur du défi de M. Powell, une situation comme la situation actuelle aux États-Unis, où on demande à la Fed, finalement, faites votre travail. On a vu ça une fois. Un contexte là, semblable, et c'est dans les années 70. Donc, M. Powell est aux prises actuellement quand il regarde les taux, le taux directeur. Qu'est-ce que je vais faire avec le taux directeur? Il aimerait ça avoir un petit peu plus de stabilité, savoir où on va être dans quelques mois, peut-être même dans quelques minutes, mais savoir où on va être dans quelques mois, comment je peux planifier, quelles sont les tendances. Et il y a deux choses qui le préoccupent actuellement. C'est le lien que je faisais précédemment avec les années 70. Dans les deux choses qui le préoccupent, il y a la création d'emplois, le chômage et le taux d'inflation. Dans les années 70, quand on était confronté à une problématique similaire, on a choisi de sauver le taux d'inflation. Donc, ça entraînait un phénomène de chômage qui était plus élevé. Et là, M. Powell, Donald Trump aimerait ça qu'il tranche là, qu'il abaisse le taux directeur. Et dans le cas de M. Powell, il a dit, je peux pas faire ça. Là, ce que je ferais, c'est pas mal suivre les politiques que j'ai établies jusqu'à maintenant. J'aurais tendance à être très, très prudent parce que, c'est sous-entendu, parce que vous me donnez rien pour travailler. Voilà, il y a tellement d'instabilité au moment où on se parle que, bien malin d'ailleurs, hein, parlez à vos conseillers financiers, parlez aux économistes. J'aime bien échanger avec le collègue Francis Gosselin, dont c'est bien sûr le terrain de jeu principal. Puis souvent, si j'ai une incertitude, Francis, là-dessus, tu penses quoi? Et c'est arrivé à quelques reprises Francis, qui a réponse à presque tout, qui me disent Luc, j'en reviens pas, je sais pas quoi faire avec ça, puis je veux surtout pas laisser entendre que Francis est pas bon, au contraire. Donc, M. Powell est dans cette situation-là. C'est mon Francis Gosselin à moi aux États-Unis ces jours-ci. Donc, c'est comme, donnez-moi un peu plus de certitude ou de matériel pour que je puisse aller de l'avant, pour que je puisse prendre une décision le moindrement éclairée. Ben, tu sais, en plus, Donald Trump, il aime ça, les gros coups d'éclat, puis tout ça, je m'excuse, mais quand tu joues là, avec le taux directeur, là, il faut que tu y ailles, là, mollo, prudent, tranquille, parce que le moindre petit soubresaut a des impacts énormes sur l'économie du pays, tu sais. Voilà, et c'est là où je dis souvent, on est pour ou on est contre Donald Trump. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents à la période actuelle. On n'a pas de présidents qui se sont servis des tarifs de cette manière-là, puis qui ont donné un grand coup de pied dans la ruche, mais qui
qui se plaignent après ça que les abeilles viennent tourner, que ça bourdonne, puis qu'on soit tenté de s'enfuir ou de se surprotéger. C'est un peu le genre de politique qu'il fait. Il fait ça sur la scène internationale au plan diplomatique, au plan des affaires étrangères, puis il le fait au plan économique. Si on remarque, là, il y a des similitudes dans son comportement dans ces deux dossiers-là. Si on me demandait de choisir aujourd'hui dans quelle équipe tu es, Luc, tu irais avec M. Trump parce que tu espères qu'on va harmoniser, dans la mesure où c'est possible, le rôle de la Fed et les politiques de Donald Trump, ou t'es l'équipe, ou t'es team M. Powell. Écoute, j'ai de la difficulté à pas me retrouver du côté de Team Powell ou de Oui. comprendre pourquoi finalement le président de la Réserve fédérale hésite autant ou à tout le moins qu'il est aussi prudent. Et c'est un des rares ces jours-ci qu'on entend publiquement qui joue la carte de la prudence. Parce que lui, Donald Trump, il est pas mal gung-ho, comme on dit. La Cour Voilà, suprême exactement, bon terme. La Cour suprême va se prononcer sur le droit du sol. On Ouais. sait qu'au Canada, si un bébé vient au monde au Canada, il a automatiquement la citoyenneté canadienne, ce qui nous apporte aussi son lot de problèmes parce qu'il y a du tourisme d'accouchement. Il y a des femmes qui viennent ici pour accoucher, pour que leur bébé ait automatiquement la citoyenneté canadienne. Il ne faut pas se le cacher, là, ça peut causer aussi des problèmes. Donc, Non, c'est une réalité. la Cour suprême va se pencher là-dessus. Voilà. Puis le même phénomène existe aux États-Unis. C'est que jusqu'à maintenant, depuis des années, si on est en sol américain, on obtient la citoyenneté américaine. Sauf dans des cas particuliers qui étaient le personnel diplomatique ou des gens qui viennent ici, qui viennent aux États-Unis plutôt, représenter un pays. Ces gens-là, donc, même si l'enfant naît aux États-Unis, ils ont la nationalité du pays du diplomate ou du représentant étranger. Enlevons cette exception-là. Vous naissez aux États-Unis, vous devenez citoyen américain. M. Trump avait d'abord mentionné, lui, qu'il voulait retirer ça. C'est lourd, retirer ça. C'est pas un président qui peut faire ça avec un décret. Il peut s'essayer de le faire. C'est ce que M. Trump s'essaie d'ailleurs. Ce à quoi il s'essaie dans plusieurs dossiers, c'est je vais pousser le système dans ses derniers retranchements. On verra ce qu'on répond. Et déjà, parfois, malgré la réponse, il va de l'avant. Donc, dans ce dossier-là, ce que le président américain demandait, c'était des exceptions. Et là, on a saisi la Cour suprême en disant, nous, on est en désaccord avec toute modification, finalement, que le président souhaite proposer. On veut qu'on applique la Constitution, les règles telles qu'on les connaît depuis, entre guillemets, depuis toujours. Ce qui va être très intéressant, ça fait partie des dossiers qui me passionnent. C'est mon petit côté nerd au plan de la Constitution puis de l'interprétation du droit ou des amendements américains. Donc, c'est le 15 mai qu'on va entendre l'argumentaire. Donc, attendez-vous pas à une décision dans les prochaines semaines. On va entendre l'argumentaire le 15 mai, puis on verra ensuite combien de temps les juges de la Cour suprême prennent pour délibérer et rendre un jugement. Mais je rappelle, elle pourrait nous étonner. Ce serait pas la première fois, la Cour suprême, cette Cour suprême-là. Donc, mais ça devient the law of the land. Hein? C'est quand la Cour suprême se prononce, normalement, on l'applique. Donc, jusqu'à maintenant, les constitutionnalistes interprètent le droit du sol comme on le fait tous les deux depuis le début de l'entretien, c'est-à-dire que, sauf l'exception mentionnée, on est aux États-Unis, on est citoyen américain, on a la citoyenneté. Donc, et il y a effectivement aux États-Unis aussi, ce que tu as relevé, c'est que quand on s'inquiète de la migration, du fait qu'on traverse la frontière, l'idée, c'est justement d'avoir des enfants ici aux États-Unis. Donc, on peut franchir la frontière pour que les enfants nés ici obtiennent la citoyenneté. Et ça fait partie donc des problématiques auxquelles s'attaque le président Trump. Je te répète souvent, parfois, il y a des idées qui sont légitimes, parfois, il y a de bonnes idées. Est-ce que dans la mise en place, est-ce que dans la méthode, est-ce que dans l'approche, il va ruiner ça avec quoi plein de gens sont d'accord parce qu'il va le faire tout croche? J'ai hâte d'entendre la Cour suprême. Luc, la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais à Québec et chaque fois que je vais à Québec, je vais bruncher avec notre ami commun, Guy Perkins. Oui. Et Guy Perkins partage la même passion que toi et moi pour Bill Maher, l'humoriste qui commande beaucoup l'actualité politique. Et là, mon cher Guy me dit, Richard, je suis en train de déchanter totalement sur Bill Maher. Il dit, il est allé à la Maison-Blanche à l'invitation de Donald Trump et il a bu le Kool-Aid. Il dit maintenant, il est tellement complaisant envers Donald Trump que c'en est triste et je t'ai lu et tu arrives à la même conclusion que lui. J'ai pas vu son émission où ça a l'air qu'il flatte Trump dans le sens du poil, mais dis-moi pas qu'il a bu le Kool-Aid. Lui qui n'arrêtait pas de le critiquer tout le temps, là. Deux choses. La première, vous brunchiez tous les deux et je n'étais pas là. Donc, je veux juste le souligner. Prochaine fois.
la seconde, donc je savais pas que tu étais à Québec. Je l'ai découvert qu'on s'est manqué au Salon OK, du Livre, entre autres. Donc, deuxième chose, j'ai écouté l'émission de Bill Maher quand il effectue ce retour à la Maison-Blanche, puis je partage beaucoup des inquiétudes ou du rejet carrément de Guy avec une petite nuance. C'est-à-dire que c'est pas qu'il fait l'apologie de Donald Trump. Il dit, écoutez, le gars que j'ai rencontré, je l'ai trouvé sympathique. J'ai trouvé qu'il acceptait la critique. J'ai été très dur avec lui, puis on en a parlé. Je l'ai même vu rire. Donc, ça semblait être une rencontre sympathique. C'est la rencontre d'ailleurs à laquelle participait Kid Rock. Donc, là où je déchante après, c'est dans la même émission, quand il parle de Donald Trump, c'est j'ai rencontré le président, c'est un bon gars finalement, c'est un gars sympathique, c'est un gars parlable, disons ça comme ça dans le jargon. Mais là où je rejoignais Guy à 100%, c'est oui, mais attends un peu, là, il n'a pas décidé des tarifs, il n'a pas défié la Cour suprême, il y a des décisions des tribunaux qui ne respectent pas. Je veux bien que le gars soit sympathique et qu'il sourie, mais s'il est malhonnête et qu'il défie le système, ça ne sentait pas de parler de ça. Donc, j'avoue que j'ai été drôlement étonné que Bill Maher, qui est très critique des républicains et des démocrates en passant, c'est une des choses que tu apprécies chez Bill Maher et moi aussi. Donc, c'est qu'il frappe tout ce qui bouge. C'est-à-dire qu'il ne fera pas attention, même si lui, il se reconnaît comme un progressiste, peut-être d'une autre époque. Là, il ne se reconnaît pas dans ce qu'il appelle les woke, mais dans les progressistes. Habituellement, il frappe des deux côtés. Et effectivement, il y a une forme de complaisance au sens où que tu nous confirmes que le gars d'abord qu'il a toute sa tête. C'est des rumeurs qui circulent, puis ça fait partie de la propagande ou de la désinformation. Là. Il nous dit, ben, il est sain d'esprit, il est capable d'autocritique, c'est pas ça que je veux savoir. Ben non. Tant mieux si le souper était bon puis vous êtes amusé. Il y a des problèmes réels pour lesquels c'est problématique ce qu'il fait, et là, tu n'en parles plus. Et c'est là, comme Guy, que je suis débarqué du train. Il est un peu starstruck, d'après moi. Là, il sent qu'il y a un lien avec le président, là, puis là, ça va peut-être un peu l'amener à... Et soyons honnêtes, perturber son jugement. Je suis absolument rien pour M. Trump. Là, je suis un tout petit joueur dans les médias, mais il m'invite à aller à la Maison-Blanche. Je vais y aller. et je veux avoir la visite personnalisée de la Maison-Blanche. Mais je veux voir ça. Il a fait des blagues sur le bureau ovale, Bill Clinton et Monica Lewinsky. Bill Maher aussi. Il dit, j'étais là, dans cette salle-là. Où elle était, Monica? Mais de l'autre côté, donc, ça ne m'empêchera pas de garder l'esprit critique parce que j'ai fait une visite historique extraordinaire et que je vais être dans le bureau d'un des hommes les plus puissants de la planète. Je perds pas l'esprit critique quand je fais ça. On a l'impression que c'est ce qui s'est produit avec Bill Maher. Bon, t'es allé bruncher avec Donald Trump, tu ne m'as même pas invité. On se parle demain. Salut. C'est ma mère, ça. Salut.